Bonjour les quatrièmes, ici Barbier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire la seconde partie de notre séance consacrée au jeu du cirque romain. Vous vous souvenez du scénario, on avait dit que votre parrain, pour vous féliciter de vos bons résultats en latin depuis que vous avez emménagé chez lui à Rome, vous emmenait voir différents spectacles pendant le week-end. Et le dimanche, il vous emmène dans un endroit appelé le Circus Maximus. Le Circus Maximus, je vous avais demandé de faire quelques recherches dessus. Circus Maximus, qu'on peut traduire par le plus grand des cirques ou bien le très grand cirque, est le plus ancien hippodrome de Rome. Un hippodrome, qu'est-ce que c'est? C'est une piste, c'est un champ de course réservé aux courses de chevaux, généralement. On attribue sa construction à Tarquin l'Ancien à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Cet hippodrome, on va le construire sur un site un petit peu particulier. Je pense que c'est là que se sont déroulés les premiers jeux sacrés de Rome sous la direction du fondateur de la ville de Rome, vous vous souvenez, Romulus. Ce cirque, on le construit dans une vallée assez longue et étroite qui se trouve entre deux collines. Cette vallée, elle a donc une forme parfaite pour accueillir un hippodrome, puisque comme c'est long et étroit, c'est exactement la forme que va avoir une piste de course pour les chevaux. Les dirigeants successifs de Rome, notamment les empereurs, alors Jules César en particulier, ils vont ajouter des éléments ou améliorer la construction à mesure du temps. Vous aviez ici une mosaïque qui représentait un champ de course, justement un hippodrome, et on vous demandait de lire la petite leçon sur les courses de chars. À Rome, les ludi circenses sont les jeux les plus populaires. Le grand cirque, Circus Maximus, est le plus vaste de la Rome antique. Dès le signal du départ de la course, qu'on appelle cursus en latin, s'élancent des stalles, carceres, les chars à 2, 3 ou 4 chevaux. Bigae si vous en avez 2, trigae si vous en avez 3, quadrigae si vous en avez 4. Ces chars sont conduits par des cochers, qu'on va appeler les aurigae ou les agitatores, et ils doivent faire 7 fois le tour de la piste, arena. On tourne le plus près possible des deux bornes, qu'on va appeler les metae, et qui marquent l'extrémité de la spina, le terre-plein central. À chaque tour, on abaisse sur une grande tige servant de bouclier géant un des 7 œufs de bois. 4 écuries factionnesses s'affrontent, les paris vont bon train. On vous demandait de légender cette mosaïque en regardant les petits chiffres qu'on a mis dessus. Le 1, ça correspondait à une méta. Une méta, c'est l'une des bornes, donc les métae, qu'on a à chaque bout de piste, qui marque le moment où les chars vont devoir prendre un virage assez serré. Donc vous avez une méta de chaque côté. Le 2, on voit un cocher avec un fouet pour faire avancer les chevaux. C'était donc un agitator. Le 3, vu que ça désigne ce qui est noir, on pouvait penser que c'était la piste en elle-même. Donc la piste, souvenez-vous, qui est faite de sable, arena en latin. Le 3, c'était donc l'arena. Et le 4, ça désignait le terre-plein central. Donc là, les chevaux ne courent pas, mais c'est autour de la spina, ce qu'on appelle la spina, que les chars vont tourner. Complétez ces phrases avec des mots dérivés du latin cursus, us masculin, la course, ou curus, us masculin, le char. Un cerf a été repéré. Une chasse à courre est organisée. La chasse à courre, c'est une forme de chasse qui se pratique depuis des siècles, et c'est une chasse à cheval, et généralement accompagnée de chiens. Phrase suivante. On peut déplacer le cursus avec le pad ou la souris. Mon cursus, c'est ce que je suis en train de faire bouger. Pour obtenir ce stage, j'ai rédigé une lettre de motivation et joint mon curriculum vitae. Et oui, vous avez été beaucoup à me mettre tout simplement le CV, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le CV correspond à une abréviation latine de curriculum vitae, c'est-à-dire tout le chemin que vous avez parcouru dans votre vie. Nous sommes partis en bateau pendant de longs mois, c'est un voyage au long cours. Après s'être longtemps retenu devant cet homme insupportable, Pierre donne maintenant le recours à sa colère. Et enfin, il est souvent absent, c'est un comportement récurrent. Récurrent à écrire avec 2 R quand on a envie de dire que c'est une chose qui se répète dans le temps. Si vous l'écrivez avec un seul R, c'est plus la même chose, c'est le verbe récurer qui veut dire gratter généralement des saletés, comme quand vous récurez vos toilettes. Donc récurrent s'écrit avec 2 R. Je crois que l'une d'entre vous m'avait proposé aussi, c'est un comportement courant, c'était bien pensé,
Mais là, je pense que comme il est question d'une absence qui se répète, il fallait plutôt mettre récurrent. Exercice 4. Reliez les expressions suivantes formées à partir du mot par Paris égale de même force à leur définition. Avoir l'estime de ses pairs, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie être apprécié par les membres de son groupe. Quand on dit de deux personnes qu'elles font la paire, c'est une expression un peu ironique, c'est pour dire que ces personnes-là ont les mêmes défauts et qu'on pourrait donc les apparier. Quand je dis d'une chose que c'est du pareil au même, que c'est identique. Et enfin, si je dis qu'elle n'a pas son pareil, c'est qu'elle n'a pas d'équivalent. Vous aviez ensuite un extrait d'Ovide, extrait des Amours, que je vous avais demandé de traduire en partie. Avant de le traduire, on vous demandait de voir quels étaient les verbes latins au futur. Les verbes latins au futur simple, il n'y en avait que vers la fin du texte, c'était dabo et notabo. Quand vous faisiez pour les reconnaître, souvenez-vous des terminaisons du futur qu'on a vu dans la indiquée tout de suite, ça faisait un verbe au futur. On vous demande ensuite d'entourer les termes appartenant au champ lexical des courses de char. Pour rappel, le champ lexical, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des mots qui appartiennent à un même thème, donc ici le thème de course. Vous avez le mot cheval, donné à plusieurs reprises. Agitator, on a dit que c'était le cocher. L'equorum, equus, c'est le cheval en latin. On nous parlait de la stalle aussi, qui était l'endroit dont les chars partaient. L'aura, celui-là n'était pas dans la petite liste de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est le l'aura? Eh bien, c'était simple, c'était le fouet. Verbere aussi, on va voir dans la traduction ce que c'est. Rota, pareil, il était dans le champ lexical. Course et l'aura qui était... Alors, l'aura, pardon, j'ai dit le fouet, ce sont les reines. La course et encore une fois, les reines. Complétez la traduction. On lit d'abord ce qu'on nous a traduit en français. Je ne suis pas assis là par amour pour les chevaux renommés. Tu cursus spectas. On repère déjà notre verbe. Spectas qui est conjugué au présent. Spectare, le verbe regarder. Alors, qui est-ce qui regarde? La terminaison plus le petit pronom nous dit que c'est clairement deuxième personne du singulier. Donc, tu regardes, cursus, les courses, la course. Tu regardes la course, ego te. Alors là, on n'a pas le verbe qui est répété, pourtant il est sous-entendu. C'est tu regardes la course, et moi, ego, je te regarde toi. Spectemus uterque, quod iuvat atque oculos, pasquat uterque suos. Spectemus, encore une fois c'est le verbe spectare, regarder. Donc là, terminaison, on sait que c'est nous. Nous regardons, terque, nous regardons uterque, chacun, on l'avait dans le lexique ici, nous regardons chacun, quod iuvat, atque oculos, pasquat uterque suos. Nous regardons chacun ce qui nous iuvat oculos. L'oculos, ce sont les yeux. Nous regardons chacun ce qui nous charme les yeux, ce qui nous pasquat, ce qui nous réjouit chacun. O quicumque faves, Felix agitator equorum. O quicumque. Alors quicumque, vous remarquez qu'ici il est écrit avec un C dans le texte, et que dans le lexique c'est QUI, c'est normal, il peut y avoir des petites variations. O, quel que soit celui qui. O, quel que soit celui que tu faves. Faves, ça vient de faveo s ere, quel que soit celui que tu supportes. Felix agitator equorum, l'agitator, donc le cocher de qui? Des chevaux, il est Félix, il est heureux. Oh, quel que soit celui que tu supportes, l'heureux cocher des chevaux, il a donc l'honneur d'occuper ton esprit. Que j'ai cette faveur, et de la stalle sacrée, je jaillirai, hardi, penché sur mes chevaux. Et modo l'aura dabo, et tantôt je donnerai les rênes. Modo, tantôt encore, une construction qu'on vous expliquait plus bas. Modo, tantôt, tantôt. Tantôt je donnerai les rênes. Tantôt, verbere terga notabo. Notabo, qu'est-ce que c'était que ce verbe? On l'avait noto assare, marqué.
Tantôt je marquerai Werbere terga, tergus c'était le dos. Je marquerai les dos des chevaux, alors normalement avec le fouet on imagine. Je marquerai le dos des chevaux. Tantôt nunc stringam metas interiore rota. Tiens, j'ai oublié d'entourer metas. Qu'est-ce que c'était que les métas déjà, les métae? C'était les deux bornes de chaque côté de la piste. Et là, il nous dit, tantôt j'effleurerai l'intérieur de ma roue, ma rota, dans les tournants, en fait, sur les bornes qui marquent les bords de la piste. Donc ça veut dire qu'il va essayer de prendre des virages non serrés. Si pendant ma course, tu poses les yeux sur moi, je m'arrêterai. Deque meis manibus, Laura remissa fluent. Les rênes, Laura, glisseront, mains relâchées. Alors, moi, je vous posais deux questions. Avec qui le spectateur qui parle va-t-il aux courses et sur quoi ce spectateur est-il en fait concentré? Et le spectateur, il va aux courses avec la femme dont il est amoureux et on voit bien qu'il est davantage concentré sur elle plutôt que sur le spectacle de la course de chevaux parce qu'on voit qu'il jalouse les cochers de la piste et il aimerait être à leur place pour que son amoureuse le regarde avec autant d'attention. Partie suivante, il s'agit d'un prolongement où on essayait de vous montrer que dans les films et les livres Hunger Games, on pouvait faire d'intéressants parallèles avec les jeux du cirque. Les empereurs romains du pain et des jeux, donc Panem et Circenses, c'est le titre de notre séquence, distrait et nourri, le peuple ne songeait plus à se révolter. Vous vous souvenez, c'était d'ailleurs ce que reprochait Juvénal à ce système de jeu. Cette société, endormie par le spectacle, trouve bien des échos dans notre civilisation moderne. C'est ce qu'a voulu montrer Suzanne Collins en créant l'univers de Panem, où évoluent les héros des Hunger Games, des bien nommés Jeux de la faim. Katniss Everdeen, une Diane futuriste. Document 1. Le document 1, je pense que c'est la 4e de couverture du livre, puisque c'est une sorte de résumé. Dans un futur sombre, sur les ruines des États-Unis, le Capitole dirige Panem, une nation totalitaire. Un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur. 12 garçons et 12 filles tirés au sort participent à cette sinistre télé-réalité. Une seule règle dans l'arène où ils sont abandonnés, tuer les autres pour suivre et conquérir la gloire. Quand sa petite sœur est appelée pour participer aux Hunger Games, la jeune Katniss n'hésite pas une seconde, elle prend sa place. On vous demandait dans ce document 1 de souligner les références à l'Antiquité. Déjà, là, vous avez une référence claire, puisqu'on nous dit que le Capitole dirige Panem, sauf que nous, on l'a croisé quand on a travaillé sur la géographie de Rome, on a vu que le Capitole, c'était l'un des lieux dans Rome. Donc c'est clairement une référence. Pour que ça peut aussi nous faire penser aux gladiateurs, eh bien, il y a bien un système de jeu, dont on nous dit que ces jeux sont là pour contrôler le peuple. Alors, l'idée des jeunes filles et des jeunes garçons tirés au sort, on va voir que ça fait référence à un autre mythe antique. Mais en tout cas, ces jeux destinés à contrôler le peuple, ils se déroulent dans des arènes et on demande aux gens de se tuer les uns les autres, comme les gladiateurs. Et tout ça pour conquérir la gloire. En quoi peut-on dire que Katniss, document 2, est une gladiatrice moderne? On peut dire que Katniss est une gladiatrice moderne car elle doit livrer des combats à mort dans des jeux créés pour divertir le peuple. Et si on regarde le document 2, on voit qu'elle a l'air extrêmement concentrée, elle tient un arc et elle est prête à tirer, alors sur quelqu'un ou sur quelque chose. Observez les documents 2 et 3 et relevez les points communs entre Diane et Katniss. Katniss, c'est notre personnage du livre, et Diane, c'est notre déesse, qui est une déesse de la chasse. Quel est le point commun entre les deux? On voit bien qu'elles portent toutes les deux un carquois. Le carquois, qu'est-ce que c'est? C'est l'espèce de petite pochette que vous avez dans votre dos dans laquelle vous allez ranger vos flèches quand vous tirez à l'arc. Donc elles ont toutes les deux un carquois. Et on remarque aussi qu'elles sont représentées dans des éléments naturels. Regardez Katniss, elle est dans la forêt à ce moment-là. Et Diane, de qui est-elle accompagnée? Elle est accompagnée d'un cerf. Dans quel mythe un héros se porte-t-il volontaire avec un groupe de jeunes gens pour affronter un monstre et trouver une mort probable? Alors l'histoire d'Hunger Games, elle peut faire penser au mythe de Ténotor.
Le Minotaure, c'est un monstre au corps d'homme et à la tête de taureau qu'on a enfermé dans un labyrinthe. Et chaque année, on tirait au sort 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes, et on les envoyait dans le labyrinthe pour être dévorés par le Minotaure ou mourir de faim et de soif à force d'errer dans le labyrinthe. C'est un mythe extrêmement intéressant, et si vous ne le connaissez pas, je vous ai mis un lien vers un petit documentaire. Ça fait partie de la série des documentaires Les Grands Mythes de François Bunel, et je vous conseille de les regarder tous, parce que c'est vraiment très agréable, et vous verrez que ce sont des documentaires qui ont la particularité d'être dessinés. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur Thésée et le Minotaure, je vous mettrai le lien dans le mail que je vous enverrai avec la correction. On continue. Document 4, on avait une description de l'arène dans Hunger Games. Document 5, on a l'arène du Colisée, qu'on a déjà étudié. Et document 6, l'arène des Hunger Games. Soulignez les éléments du document permettant d'expliquer quelle pouvait être l'utilisation des pièces et couloirs que l'on voit au centre du document 5. Alors, on nous dépose au fond d'un tunnel souterrain. Des panneaux nous guident jusqu'à la pièce où je suis censé me préparer. Au Capitole, on appelle cela les chambres de lancement. Dans les districts, ce serait plutôt le parc aux bestiaux, là où l'on met les bêtes à l'entrée des abattoirs. On découvre la corne d'abondance, gigantesque conque dorée dont la gueule déborde de tout ce qui peut nous être utile ici, dans l'arène. Nourriture, récipients d'eau, armes, médicaments, vêtements, briquets. Voilà la description de l'arène dans les Hunger Games. Et quand on regarde l'arène du Colisée, on voit clairement qu'on a aussi un système de tunnels et de couloirs qui passent. Alors là, il faut imaginer que c'était l'arène, donc c'était entièrement recouvert d'un sol avec du sable. Ces tunnels, ils servaient en fait à se déplacer, c'était là que les gladiateurs se préparaient, c'était des sortes de coulisses, mais c'était aussi là qu'on allait installer les animaux avant de les monter, souvenez-vous, souvent par des systèmes de trappes qui permettaient de faire des entrées particulièrement spectaculaires en plein milieu de l'arène. Et dans ces couloirs et dans ces tunnels qui se situent sous l'arène, on trouve tout ce qui peut être utile en fait aux gladiateurs. Donc de la nourriture, leurs vêtements, les armes, c'était de véritables coulisses où on rangeait tout. Enfin, comme l'arène de Hunger Games document 6, le Colisée pouvait être inondé pour représenter des nomachis. De quel type de combat s'agissait-il? Des nomachis, qu'est-ce que c'est? Ce sont des spectacles de bataille navale. Et en fait, on inondait complètement l'arène et on regardait des bateaux se faire la guerre, souvent des reconstitutions de batailles navales célèbres. Donc il faut imaginer que le Colisée, là, on l'inondait complètement et on faisait se battre des bateaux. Voilà pour la correction de cette séance. J'espère que ça vous a plu et que tout est clair. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance.